soir, on va parler de la phase après l'examen. Avec Monsieur Rissou, on va échanger là-dessus. Il va nous expliquer l'attitude que les apprenants, les tout petits de la classe de CM2, de la 3e et également les plus grands, de la terminale, l'attitude à adopter pendant cette période après leur composition, comment les parents peuvent les accompagner et également le jour J, le jour des résultats, comment il faut les encourager si peut-être ça ne passe pas et comment également les accompagner pour la suite. Et c'est très important d'en parler, on ne parle pas très souvent. Et aussi comment encourager ces apprenants qui n'ont malheureusement pas pu tirer leur épingle du jeu. Monsieur Rissou, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Mirabelle, bonsoir à tous. Ça fait longtemps? Vraiment longtemps, et permettez-moi de saluer le directeur de la Radio Topa et toute son équipe parce que ce qui se fait pour la jeunesse et pour le développement du Bénin, ça se fait sentir. Voilà. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver et on va certainement apprendre de nouvelles choses avec vous. J'ai parlé de la phase après l'examen. Pour vous, quand on parle de la phase après examen, tout de suite, c'est quoi? Alors, quand on parle de la phase après examen, il faut s'attendre à voir la fin de la composition et l'attente des résultats. Entre la fin de la composition et l'attente des résultats, il se passe parfois un mois et demi. Et donc, comment est-ce que le jeune qui a composé attend les résultats? Et comment est-ce que les parents l'assistent dans l'attente? Comment est-ce que les amis, en tout cas les pères, s'accompagnent dans l'attente? Donc, quand on parle de la phase après les résultats, c'est ça d'abord. Et dans l'attente des résultats, lorsque les résultats viennent maintenant, il y a une gestion des résultats, le jour même de la proclamation des résultats et après la proclamation des résultats, selon le résultat que l'apprenant a obtenu. D'accord. Alors, tout de suite, quand l'enfant termine, l'apprenant termine la composition, est-ce qu'il doit encore se focaliser sur l'examen ou est-ce qu'il doit se dire j'ai fini, il faut penser à autre chose? En principe, lorsque on finit la composition, on dit souvent aux apprenants, après la composition, c'est les vacances. Parce que quand on finit la composition, on passe dans le temps de la relaxation. Il y a eu un temps pour la concentration, il y a eu un temps pour la mémorisation, il y a eu un temps pour le compte rendu. L'enfant a eu l'opportunité de rendre compte à l'examen de ce qu'il connaît. Et juste à la fin de la composition, l'enfant se relâche. Et les parents devraient normalement accompagner l'enfant à se sentir vraiment en vacances, c'est-à-dire dans une période de récréation. On ne devrait pas laisser un enfant qui a fini une composition toujours enfermé, vouloir toujours étudier. Étudier quoi et comment? Ça n'a plus d'intérêt, c'est ça. Voilà. Oui, mais il y a quand même, quand vous parlez de vacances, dans les classes intermédiaires, les classes ne sont pas des classes d'examen, quand on finit les compos et tout ça, et que l'apprenant connaît déjà sa moyenne, il sait qu'il passe en classe supérieure. Pour les apprenants qui sont en classe d'examen, ce n'est pas encore terminé. Il faut avoir le résultat final, c'est-à-dire le résultat des examens. Du coup, il n'est pas encore sûr qu'il ira en classe supérieure et du coup, est-ce que pour lui, c'est déjà vraiment les vacances? Voilà. Il se pose encore mille et une questions. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le résultat sera bon? Du coup, est-ce que là, maintenant, il a déjà le moral qu'il faut pour passer déjà d'agréables moments de vacances ou encore s'amuser ou se distraire? Voilà, vous allez constater que si on donne les résultats, tout de suite, si c'est les examens de baccalauréat, au moins les jeunes étudiants ont un peu de temps pour préparer la rentrée universitaire. Par contre, le BEPC ne donne pas trop de temps aux jeunes qui vont au second cycle. Et la rentrée commence en septembre, après que les résultats
soit donné peut-être en juillet. Hein. C'est pourquoi, juste après les compositions, on demande à ce que les parents accompagnent les jeunes dans de la relaxation. C'est-à-dire, tout de suite après les compositions, il faut aider le jeune à se distraire. Et quand on parle de la distraction, de la relaxation, ce n'est pas juste dormir, regarder la télévision et tourner en rond. On change un peu d'activité. Je donne l'exemple de ce parent-là qui permet à son enfant, après la composition du baccalauréat, d'aller faire les cours d'anglais pour 1 mois. Ça lui permet juste de quitter la partie classique de la préparation des examens et se dire, je vais gagner quelque chose en plus pendant 1 mois. Et ce cours-là n'est pas un cours de 8h à 19h. C'est juste un cours qui commence à 8h, qui finit à 10h. Et le reste du temps, l'apprenant peut prendre son aise, se distraire, aller avec les amis, aller se promener, parfois prendre une glace avec les amis et se dire, nous sommes en vacances. Donc je dis, juste après la fin de la composition et la proclamation des résultats, il faut que les enfants se sentent hors de la pression de la préparation des examens. Il faut que les enfants se sentent accompagnés. Il faut que les enfants se sentent occupés sainement. C'est par rapport à l'occupation saine qu'on parle maintenant des petites choses qu'on peut faire pendant 1 mois. Et quand on dit 1 mois, imaginez un instant que c'est maintenant, les examens de baccalauréat sont terminés par exemple cette semaine. Et on dit 1 mois, ça veut dire que le mois de juillet, c'est-à-dire le mois de juillet, avant que les résultats ne sortent, l'enfant n'a pas l'opportunité de rester à la maison pour rêver des résultats, mais l'enfant est occupé sainement à quelque chose. Parce que laisser un jeune qui a fini la composition sans occupation, c'est dire à ce jeune-là de rêver, de broyer le noir par rapport à l'attente des résultats. Et ceci pousse le jeune dans du stress. Et ce qui fait que le jeune parfois tombe malade dans l'attente des résultats. Et ceci se fait sentir le jour de la proclamation des résultats. Donc c'est pour éviter cet état de choses qu'on accompagne l'enfant qui a fini la composition dans de la distraction saine, dans l'occupation saine. Certaines personnes voyagent. C'est le moment de faire sortir les enfants, ne serait-ce que pendant 2 semaines, avant de les faire revenir dans l'état préparatoire de la deuxième partie de la composition. Et si vous faites attention, quand on proclame les résultats un vendredi, on les invite le lundi déjà pour la deuxième partie. Ça veut dire que on prend au moins quelques jours pour distraire l'enfant et on récupère l'enfant après pour que l'enfant commence par préparer la deuxième partie sans trop de pression. Parce que toute l'année scolaire, les 2 parties ont été préparées. Donc sans trop de pression, on essaie de se mettre à jour pour la proclamation des résultats et la deuxième partie. Alors, quand l'apprenant termine sa composition, évidemment, il a une idée de ce qu'il a fait. Il se dit peut-être dans telle matière, ça s'est bien passé, dans telle matière, ça s'est pas bien passé. Donc, il sait, bon, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr de rien, mais quand même, il sait ce qu'il a produit comme travail et il s'attend à un résultat qui va certainement refléter le travail qu'il a fait. Prenons le cas par exemple de cet apprenant qui a des doutes par rapport à ce qu'il a fait. Il n'est pas sûr quand même d'avoir donné le maximum. Est-ce que c'est le moment pour lui de s'apitoyer sur son sort et de se dire, bon, ne plus être trop confiant alors que le résultat n'est même pas encore là, mais déjà, il boit déjà du noix, il se dit que bon, ça ne va pas passer. Voilà pourquoi on ne doit pas laisser l'enfant qui a fini de composer et qui est dans l'attente des résultats seul, sans occupation saine. Qui lui a dit ou comment, sur quelle base il peut se dire qu'il n'a pas bien travaillé? Est-ce qu'il y a eu déjà une correction avec quelqu'un, un aîné ou un répétiteur qui est venu corriger et tout? Si oui, si on a déjà corrigé les épreuves et après la composition,
l'enfant sait déjà que après la correction avec mon répétiteur, après avoir fait la correction avec mon grand frère ou ma grande sœur, je reconnais que je n'ai pas bien travaillé. Encore là, on laisse une partie d'incertitude. Ce n'est pas sûr, c'est un examen. On se dit, on attend d'abord les résultats. Et on essaie d'accompagner l'enfant là pour lui montrer que après la composition, il faut maintenant prier. On laisse en fait, quand bien même tu sais que l'enfant n'a pas travaillé, parce que l'enfant objectivement a montré qu'il n'a pas travaillé, on lui donne espoir. Quand on lui donne l'espérance, d'espérer que quelque chose peut venir. Est-ce qu'il faut le laisser nourrir de faux espoirs et après? Non, ça permet de garder psychologiquement l'enfant jusqu'à la fin. D'accord. Ce n'est pas forcément de faux espoirs. L'enfant sait qu'il n'a pas travaillé. Et généralement, ce n'est pas dans toutes les matières qu'il n'a pas travaillé. C'est peut-être dans une matière, vous avez fait la correction et l'autre matière. J'ai vu des enfants qui ont eu 2 en mathématiques, mais qui s'en sont sortis, par exemple, dans des filières où les mathématiques sont beaucoup plus coefficiées. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire d'office, mais là, tu ne peux plus rien espérer, c'est fini pour toi. Non. On peut toujours espérer. Jusqu'au jour de la proclamation des résultats, on peut toujours espérer quelque chose. Même celui qui a travaillé, attention, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Quelque chose peut arriver à la fin. On appelle quelque chose, chez nous, ce qu'on appelle l'illusion de savoir. L'apprenant qui pense qu'il connaît, qu'il a bien fait. Il dit, tu as fait du oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors qu'en réalité, il y a des erreurs qui se sont glissées, il n'a même pas fait attention. Et ceci peut donner de l'échec à la fin. C'est pourquoi, après la composition, rien n'est définitivement joué à ce niveau. Il faut espérer. Tous les candidats peuvent espérer la réussite. Tous les candidats. Donc, on dit à l'enfant, oui, c'est possible. Même si tu ne crois plus en rien, c'est le moment de croire. Demande à Dieu de t'aider. Il y a un miracle qui viendra. Même si l'aîné sait qu'il n'y a pas de grand miracle, on dit, il y a un miracle. Parfois même, on se dit, même si on n'a rien fait, on aura tout au moins 9. Et il y aura rachat. On espère qu'on aura au moins une séance de rachat pour rentrer dans le lot des admissibles. Donc, il faut toujours permettre à l'enfant d'espérer. C'est toujours bon d'espérer que de ne pas espérer. Vous avez évoqué un point très important, et c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Vous avez dit que après l'examen, on peut peut-être essayer de corriger les épreuves avec l'apprenant. Moi, personnellement, je me rappelle quand j'étais au collège, il y a quelque chose que je ne supportais pas. Quand je terminais une composition, je n'aimais plus, surtout quand c'est un examen, sortir, parce que souvent les apprenants ils font tout ça. Quand tu sors, le numéro 1, qu'est-ce que tu as écrit? Le numéro 2, c'est le moment pour tout le monde de faire, ou même quand tu rentres à la maison, moi les parents savaient, quand je rentre à la maison, je range l'épreuve et je me concentre sur l'épreuve du lendemain. Je veux pas que mon père, mais parce que mon père il me faisait souvent ça, bon, amène ton épreuve, est-ce que comment ça s'est passé, tel numéro, quelle réponse tu as donné, et tout ça. Parce que je me disais que c'est quelque chose qui stresse beaucoup. Je voulais plus entendre parler de l'épreuve qui est passée après la composition d'un examen. Je ne voulais plus toucher aux épreuves pour voir comment ça fait, parce que je me disais que il y avait plus d'intérêt. C'est déjà fait, il faut juste espérer, être positif et attendre le résultat final. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de faire, de ne plus chercher à s'intéresser à la correction? C'est d'ailleurs la meilleure manière de faire. Le premier jour de la composition, on a l'habitude de dire aux jeunes apprenants, si vous finissez une matière, rangez le cahier. Ne cherchez même pas à voir si vous avez bien fait ou mal fait. Rangez. Concentrez-vous sur la matière suivante. On fait ça jusqu'au dernier jour. Ça permet de rattraper si éventuellement il y avait eu des erreurs. La matière suivante, vous pouvez bien faire. On ne cherche pas à voir ce qui est déjà fait. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont curieuses. Les parents, les amis, tu as fait un peu comment ça s'est passé et tout ça. C'est ça qui amène certaines personnes à voir leur répétiteur. Ah oui, et le répétiteur même vient à la fin. Le mercredi soir, le répétiteur vient.
il dit, bon, sors les papiers, Oui, comment tu encore fais. que si c'est avec le répétiteur, c'est encore mieux que que ce soit avec un camarade de classe qui prétend mieux connaître que vous et qui va peut-être chercher à corriger. Il faut éviter ça. Et vous donnera encore, enfin, peut-être que vous avez trouvé la bonne réponse et lui n'a pas trouvé la bonne réponse et tout de suite il va vous déstabiliser. Et ça, il faut éviter ça au maximum. Je pense que les apprenants ont appliqué cette notion au maximum. Ça a été évité. En tout cas, ceux que j'ai accompagnés, ils ont évité parce que quand tu finis une composition, tu n'as plus besoin de t'intéresser à ça. Tu passes à la composition suivante jusqu'au dernier jour. Et là, en principe, tu termines tout et tu attends les résultats. Et c'est dans l'attente des résultats que le stress vient. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Et c'est pour calmer parfois que les répétiteurs, pour ceux qui en ont bien sûr, ceux qui n'ont pas de répétiteurs, ils essayent de chercher à se donner quand même de l'espoir. En se disant, bon, au moins j'ai fait 2, j'ai fait 3, donc sur 3 exercices, j'ai pu terminer 2, donc je peux espérer quelque chose. L'objectif à ce niveau, c'est d'avoir au moins quelque chose pour espérer un bon résultat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les candidats ont l'obligation et d'ailleurs le devoir d'espérer un bon résultat. Voilà qui est bien dit. Les candidats aux examens du CEP, BPC et du bac ont terminé leurs différentes compositions. Ils attendent bien sûr les résultats. Une longue attente, c'est l'impression qu'on a souvent. Alors avec vous tout à l'heure, je l'ai annoncé, on a parlé de la phase après l'examen. C'est de ça qu'on est en train de parler, justement, la phase après examen. Et tout de suite, on a parlé de la partie tout juste après la composition. Là maintenant, il y a également cette partie où on attend les résultats et le jour J, je dirais bien le jour J ou la veille, quelques jours avant les résultats. Il y a bien sûr l'état d'âme des apprenants, mais aussi des parents qui souhaitent bien sûr voir leurs enfants réussir. Comment les parents peuvent accompagner leurs enfants pendant cette étape-là et quelle devrait normalement être l'attitude des apprenants eux-mêmes pour quand même rester confiants? Voilà. Tout à l'heure, nous avons essayé d'expliquer que tous les apprenants sont en devoir d'attendre un bon résultat. Et si les parents peuvent les rassurer et leur permettre d'espérer, alors c'est déjà un bon début pour aller vers la programmation des résultats. Et les parents doivent rassurer les apprenants et leur expliquer que le moment de l'attente, c'est un moment d'espérance et de prière, de méditation. Ça va beaucoup plus les aider à ne pas succomber au stress de l'attente. Sinon, le stress amène jusqu'à des maladies. Et ça, ce n'est pas bien le jour de la proclamation des résultats. Il est arrivé dans notre pays où le jour de la proclamation des résultats, dans l'euphorie des résultats obtenus, le jeune candidat qui a eu un résultat positif est allé se donner aux motos ou à la voiture en courant du lieu de la programmation des résultats, ou bien le jeune qui a eu un résultat négatif est allé se donner la mort en se jetant dans un puits. Ça, je l'ai vu encore l'année passée dans une ville, ça s'est passé. Donc, les parents doivent rassurer les jeunes et leur dire que tout est possible. Et quand on espère à un miracle, encore que le parent doit savoir que le miracle que lui recherche, c'est le bien-être de son enfant, le bien-être psychologique de son enfant. Et si l'enfant, on peut prendre la spiritualité pour canaliser cet enfant-là. On prie, on espère, on se distrait un peu et on étudie un peu en espérant que quand les résultats vont venir, on va pouvoir aborder la deuxième partie avec sérénité. Donc, c'est la trilogie distraction, prière ou concentration et puis étude pour préparer la deuxième partie devrait normalement gouverner cette phase d'attente des résultats. Maintenant, la veille de la proclamation des résultats. Heureusement, aujourd'hui,
on ne va plus s'attrouper quelque part où, avec un micro, le jury va tousser pour vous faire trembler. C'est beaucoup de stress. Hein. Ah oui. C'était une belle histoire. Une belle histoire pour ceux qui ont eu des résultats positifs, mais ceux qui en ont eu de négatifs. Donc aujourd'hui... Difficilement, ils arrivent à rentrer à la maison. Voilà. Aujourd'hui, on peut rester à la maison et avec son portable, on va sur le site de la programmation des résultats et on peut savoir déjà quel est le résultat. Mais malgré ça, les parents doivent toujours chercher à apaiser les enfants et leur donner toujours d'espoir jusqu'à la dernière minute où le résultat est sorti. Et ceci encore plus parce que aujourd'hui, c'est des enfants qui ont le baccalauréat. C'est encore plus des préadolescents qui ont le BEPC aujourd'hui. C'est à 13 ans, 14 ans que les gens ont le BEPC aujourd'hui. 16 ans, 15 ans, 17 ans au maximum pour le baccalauréat aujourd'hui. Voilà pourquoi ça nécessite de l'accompagnement, ça nécessite un suivi parental bien pointu et ça nécessite la concentration. Et si les parents connaissent un peu la spiritualité, qu'on apprenne à ces enfants à espérer dans la prière, à espérer contre toute espérance jusqu'à la fin. Et le jour où les résultats vont sortir, que les parents prennent soin d'aller voir d'abord le résultat avant de l'annoncer aux enfants. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est des enfants qui sont encore très jeunes. Ils n'ont pas la capacité de maîtrise de soi en face de l'échec. Voilà pourquoi le parent ou une personne âgée doit aller consulter et de manière méthodique l'annoncer à un candidat qui a subi un refus ou un candidat qui n'est pas admissible. Parce que le candidat qui est refusé et le candidat qui est recalé, le candidat qui est admissible, c'est facile pour les admissibles. Par contre, les deux autres, c'est très difficile de leur annoncer le résultat. Donc voilà pourquoi on les prépare depuis la fin de la composition progressivement en les insérant dans la trilogie de l'espérance qui amène à faire la prière, à se distraire et à préparer un peu après le résultat. Et là, le jour des résultats, si c'est admissibilité, c'est facile. On rentre dans le circuit avec l'euphorie de la joie et autres. Encore que là, ça doit être contrôlé et suivi. Si c'est refusé, on commence par se préparer pour voir. Et là, tout de suite, la préparation également, c'est les parents qui doivent encore préparer le jeune à psychologiquement accepter reprendre. Et si c'est recalé pour 2 ans, comme je l'ai vu l'année passée, il faut savoir comment réorienter l'enfant là pour que l'enfant ne soit pas découragé totalement pour la suite. Vous pensez que ce serait bien que ce soit le parent, par exemple, qui décide de consulter le résultat de l'enfant, le lui annoncer? Oui, c'est une proposition qui arrange beaucoup plus le parent dans le cadre de l'accompagnement de son enfant. Parce que si le parent lui-même va consulter, le parent sait ce qui attend son enfant et avec méthode, avec des manières qu'il faut, on va pouvoir annoncer à l'enfant, même si c'est l'admissibilité, pour que l'enfant, dans l'euphorie, n'aille pas se donner à une moto ou une voiture. Quand le résultat il est positif, c'est bien, c'est plus facile à annoncer. Mais quand le résultat est négatif, est-ce qu'il y a une manière de toutes les façons, l'apprenant aura mal, mais quand même pour atténuer sa douleur, est-ce qu'il y a une procédure pour s'y prendre, pour le lui annoncer, pour l'amener justement à supporter la chose? Et justement, c'est pourquoi on a demandé à ce que tous les apprenants s'attendent à un bon résultat. Ça veut dire que déjà là, même celui qui, le jour de la proclamation des résultats, sera déclaré inadmissible, quelques minutes avant, s'attendait et espérait quelque chose. Donc, la personne âgée, c'est-à-dire le parent ou bien l'aîné qui est allé consulter le résultat, peut savoir comment aborder le jeune pour lui dire
oui, on a vu le résultat, mais il reste encore. Parfois, certaines personnes disent, on a le résultat, mais ce n'est pas clair. On doit aller à l'école le lendemain pour voir. En ce moment-là, l'euphorie se calme un peu et tu vas voir beaucoup de personnes s'accumulent devant les établissements pour voir, pour confirmer sur la liste et tout ça. Et là, ça permet à ceux qui ne sont pas admissibles de diluer un peu la tension et le stress se calme un peu et on reprend encore un peu de ses sens avant d'être sûr maintenant qu'on n'a pas vu. Encore que les aînés qui ont eu la chance ou la malchance de ne pas avoir leur nom et après, on a vu s'afficher une liste additive, on a vu les noms sur les listes additives pendant le moment où on proclamait par micro et tout ça, peuvent leur donner des exemples pour dire en mon temps, parce que ça s'est passé, on a affiché, mais mon nom ne figurait pas, mais après, j'ai vu tout ça là juste pour amener l'apprenant à garder tout au moins l'espoir d'un demain meilleur, même si le résultat ne sortait pas, donc ça pourrait venir. Et lorsque les autres iront maintenant au sport, le jour où les autres iront commencer la deuxième partie, c'est là où il sentira réellement qu'il n'est pas admissible. Même s'il voit l'inadmissibilité, et là, le parent va pouvoir l'amener à dire, l'année prochaine, ça ira. Parce que c'est des enfants, je répète, de moins de 18 ans qui ont le bac aujourd'hui dans notre pays. Les parents ont un grand rôle à jouer. Il faut déjà que... Mais ce serait bien que le parent, lui aussi, soit fort psychologiquement dans sa tête. Absolument. Malheureusement, vous allez voir peut-être l'apprenant qui est encore très jeune, qui est sensible. Il y a encore des parents qui sont encore plus sensibles que les apprenants. Dans ce cas, c'est compliqué. Comment peut-il encourager l'enfant? Voilà pourquoi nous demandons aux parents d'accepter tout au moins aujourd'hui, c'est important, d'accepter aller vers ceux qui peuvent les outiller pour l'accompagnement des enfants aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus jouer le rôle de parent simplement sur l'émotion. On ne peut plus jouer le rôle des parents simplement sur l'intuition. Non, il faut être outillé. Il faut savoir précisément avec tel type, tel profil d'enfant que j'ai devant moi, tel type d'enfant, je dois avoir tel profil de parent pour pouvoir accompagner tel type d'enfant. Sinon, le parent, en voulant accompagner l'enfant, finit par rendre encore plus malade l'enfant. Alors, j'ai remarqué que quand l'enfant c'est un bon résultat, on chouchoute l'enfant, on le félicite, il a des cadeaux. On ne devrait normalement pas accorder beaucoup plus d'intérêt à l'apprenant qui a échoué plutôt que d'accorder de l'intérêt à l'apprenant qui a réussi. Parce que celui qui a réussi, c'est une bonne nouvelle pour lui, il est heureux. Il n'a pas forcément besoin que vous l'accompagniez pour quoi que ce soit. Mais celui qui, malheureusement, a échoué, a besoin qu'on le soutienne pour éviter ce qu'on ne voudrait pas voir. Des choses, l'amener peut-être à faire ce qu'il ne doit pas faire. Donc, est-ce que, selon vous, on ne devrait pas beaucoup plus soutenir ou encourager les apprenants qui peut-être auront un mauvais résultat? En principe, c'est ce que ça devrait être. Mais nous avons un système qui fait ce qu'on appelle l'avancement au mérite. C'est-à-dire que si le jeune apprenant est excellent, on l'encourage encore. Et on encourage l'excellence en faisant la promotion de ceux qui sont déjà excellents. Alors qu'en principe, c'est ceux qui ne sont pas excellents qu'on devrait aller chercher à amener vers l'excellence. C'est pourquoi même dans les classes déjà, on demande à ce qu'on s'occupe beaucoup plus de ceux qui ne sont pas excellents pour les aider à prendre le pli et à venir devant. C'est ce qui se passe souvent. On encourage celui qui réussit. Celui qui n'a pas pu sortir son épingle du jeu, on l'encourage aussi. Et on lui demande de faire mieux. Mais des deux, vous allez constater que l'autre étant déjà dans l'euphorie du succès, on dit souvent que le succès se partage. Tout le monde partage le succès. Mais l'échec est individuel. Donc, celui qui n'a pas pu sortir son épingle du jeu, d'abord se rend associable, s'individualise. Il va se mettre dans son coin où elle va dire « je ne vais pas sortir parce que je ne sais pas ce que les autres vont dire de moi ». Et déjà, c'est l'apprenant même qui ira se cacher.
Et c'est ça qui interpelle les parents. C'est pourquoi les parents doivent normalement s'occuper beaucoup plus du jeune inadmissible que du jeune qui est admissible. Parce que celui qui est admissible peut facilement continuer la vie, peut facilement aller vers l'autre, peut facilement continuer par espérer. Par contre, celui qui est déclaré inadmissible va vouloir s'individualiser. Et là, ce n'est pas bien. Et il devrait faire objet de beaucoup plus d'attention des parents que celui qui est admissible. Alors, autre chose, quand peut-être vous êtes dans une maison, vous êtes peut-être des frères et sœurs ou encore des voisins, vous allez tous peut-être passer le même examen, l'autre est admis et vous peut-être pas. Il y a parfois tension puisque vous voyez peut-être... surtout si c'est des frères, par exemple, vous vivez dans la même maison, le frère est admis peut-être et l'autre ne l'est pas. Et vous voyez les parents qui sont partagés, ça fait s'ils doivent sourire ou s'ils doivent pleurer, plus que l'autre de son côté est en joie et puis l'autre est triste dans sa chambre. Ou encore parfois c'est des voisins. Et c'est des situations délicates. Comment il faut gérer ça? Vous voyez, tout à l'heure nous avons dit que celui qui est inadmissible, celui qui est déclaré inadmissible, a besoin plus d'attention. On a dit ça. Si déjà le parent peut comprendre ça, vous allez constater que l'enfant de l'autre côté ne va plus s'individualiser parce que c'est déjà l'enfant qui s'individualise qui va rester dans son coin. Et les parents, au lieu de l'aider à transcender, pour certaines personnes, le résultat négatif est dangereux. Le résultat négatif est une humiliation pour certaines personnes. Mais au lieu de montrer à l'enfant que ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une fin en soi, l'année prochaine sera encore meilleure, on repousse encore l'enfant dans son individualité. En repoussant l'enfant, le dehors se fait ressentir et on constate que dans la même cour, lorsque l'autre est admissible et l'autre ne l'est pas, l'autre reste derrière le rideau et essaie de voir ce qui se passe dehors pour ne pas selon lui bien sûr, subir d'humiliation. Alors qu'il n'y a pas d'humiliation en la matière. Et c'est le moment plus que jamais d'éduquer les parents à comprendre qu'arriver à l'examen, ce n'est que le résultat de ce qui a été fait pendant toute l'année scolaire qui sort à l'examen. Ça, c'est le cas général. Dans le cas où l'enfant avait l'habitude d'avoir de bons résultats juste par essai et par erreur, je dis pas essai et pas erreur parce que l'enfant ne sait pas quelle méthodologie l'enfant a utilisé pour être toujours premier dans la classe, alors que le parent n'a pas compris que c'est la classe qui est déjà une classe qui ne travaille pas pour prendre cette disposition. Et l'enfant est premier avec 11 de moyenne, et on regarde, on dit, mon enfant est premier, et après il a échoué à l'examen. Mais non, on cherche à voir quelle est la moyenne de la classe. Le dernier a eu quelle moyenne? Toi, tu es premier avec quelle moyenne? Est-ce que la classe travaille? Parce que si il n'y a pas la stimulation des pairs, ton enfant peut être premier en classe et arriver à l'examen, ton enfant va échouer. Donc, tu n'as pas fait ça et après, l'enfant échoue et tu penses que l'enfant travaillait très bien et l'enfant a échoué. Non. Un examen n'est pas un concours. L'enfant qui travaille très bien, l'enfant qui s'est bien préparé, généralement, en tout cas 90%, l'enfant qui a bien préparé son examen depuis le début de la rentrée scolaire, réussit toujours à l'examen. Peut-être, après le succès, on peut parler des mentions, on peut parler de la moyenne. Mais l'enfant qui a bien préparé réussit toujours. Je n'ai pas encore vu un enfant qui s'est très bien préparé, qui a échoué. Sauf les rares cas où la maladie, les problèmes de stress mal gérés interfèrent dans le rendu de l'enfant le jour de l'examen. À part ça, l'enfant qui a bien préparé son examen réussit toujours. Alors, après les résultats, si l'apprenant réussit, est-ce que c'est le moment tout de suite pour lui de se projeter par rapport à la suite? Si par exemple, supposons si c'est un apprenant en classe de terminale, est-ce que c'est déjà tout de suite le moment de penser à
Est-ce que c'est là qu'il faut planifier peut-être à l'avenir ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Parce que parfois on est sur le coup des émotions, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous voyez, nous avons l'habitude de dire que ça s'accompagne, la scolarisation d'un enfant se prépare depuis la maternelle. De telle sorte que lorsque l'enfant finit un cycle, le parent sait déjà ce qu'il lui faut pour le cycle suivant. Quand l'enfant finit le cycle primaire, le parent sait le cycle secondaire, là où il veut inscrire son enfant, parce que entre-temps, on a déjà éduqué les parents, ou les parents se sont déjà éduqués, ou il faut que les parents aillent s'éduquer à l'accompagnement des enfants, de telle sorte qu'on observe l'enfant lorsqu'il est au ces cours de stimulation et d'éveil, pour que l'enfant qui est observé, on puisse savoir comment l'orienter dès qu'il finit le cours primaire. Donc le cours secondaire, on sait dans quel établissement mettre l'enfant. Et là, c'est l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Et au premier cycle, donc jusqu'en classe de 3e, on observe l'enfant, on sait comment l'enfant aussi se débrouille, ce qui intéresse l'enfant. Ça permet de l'orienter maintenant, arriver en classe de seconde, donc après le BEPC, ça permet de mettre l'enfant sur le chemin déjà de la professionnalisation après le baccalauréat, de telle sorte que l'enfant qui a été suivi jusque-là, jusqu'en classe de terminale, on sait naturellement ce que l'enfant doit faire à l'université. Ça là, ça coule de source si le suivi est bien fait. Mais si ce n'est pas bien fait, c'est là où on commence par se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et l'orientation là, nous n'avons jamais cessé de le dire, et c'est le moment plus que jamais de le dire. Même l'État, dans notre pays, c'est tellement organisé maintenant, vous allez constater que dès que les résultats seront donnés, on laisse 1 mois et demi, 2 mois aux jeunes étudiants, et on leur demande d'aller encore sur les plateformes pour confirmer ce qu'ils ont choisi lorsqu'ils étaient au collège, avant qu'on ne les classe. Ça veut dire que l'État prend encore des précautions pour permettre aux jeunes étudiants de confirmer ce qui est déjà fait. Alors, si ce n'était pas fait, c'est le moment de commencer par penser à le faire. Si c'est déjà fait, alors c'est le moment d'aider le jeune qui a fini la composition, d'être sûr de tout ce qui était fait jusque-là pour que, juste après la proclamation des résultats, on puisse continuer sans perdre de temps. Alors, si c'est peut-être, prenons le cas du candidat malheureux, tout de suite après les résultats, le résultat n'est pas bon, est-ce qu'il doit déjà commencer par reprendre ses cahiers et se préparer déjà pour la prochaine rentrée, ou est-ce qu'il doit se reposer un peu et attendre la rentrée pour reprendre encore, recommencer encore la course? Que le candidat soit malheureux ou heureux, il doit attendre, se distraire un peu avant de continuer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on constate souvent l'illusion chez le candidat malheureux, l'illusion de vouloir encore vaincre, c'est-à-dire bien travailler si on le mettait encore à l'épreuve. C'est-à-dire que quand les résultats vont sortir et le candidat est malheureux, psychologiquement, il se dit, mais je peux mieux faire. Même si on programme pour demain encore l'examen et je repars, je vais travailler. Mais c'est faux. Le candidat malheureux, normalement, doit prendre son temps, vraiment son temps, se calmer. Se calmer pour faire un brainstorming de tout ce qui s'est passé au cours de l'année scolaire. Et là, c'est encore les parents qui sont interpellés. Et les parents qui doivent les aider à faire un point de ce qui s'est passé. Là où il n'a pas bien appréhendé peut-être le cours, et il a cru que c'est déjà bien, et il est allé en à peu près à l'examen. Il doit faire tout ce point-là et savoir les matières dans lesquelles il doit se reprendre pour qu'au cours de la nouvelle année scolaire, c'est-à-dire l'année scolaire qui va reprendre après la programmation des résultats, il puisse vraiment donner le meilleur de lui-même pour avoir un bon résultat. Et si ceci n'est pas fait, permets-moi de mettre quelque chose en parenthèse. Souvent, les jeunes apprenants influence les parents qui ne sont pas avertis. L'apprenant peut dire aux parents, c'est l'établissement là, je ne veux plus aller là-bas. Je vais aller dans un autre établissement parce que l'autre établissement, le professeur n'a pas bien donné le cours et puis
Après, on commence par donner des excuses pour que le parent puisse changer d'école. Ça, c'est des erreurs à ne pas commettre. Quelqu'un qui a eu un résultat... Il peut avoir raison, non, ça peut être le cas. Quelqu'un qui a eu un résultat négatif, il faut chercher d'abord à aller dans l'école. Il faut chercher d'abord à faire le brainstorming de tout ce qui s'est passé. Il faut chercher à bien comprendre ce qui s'est passé. Parce que si c'est l'établissement et le parent ne le savait pas, et c'est l'apprenant qui va dire aux parents que c'est à cause de l'établissement qu'il a échoué, ça pourrait donner autre chose. Peut-être parce que l'apprenant a honte de reprendre encore l'établissement où il était allé et il a échoué. C'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce jeu des apprenants. Mais si c'est le cas, c'est pas mieux de lui faciliter la tâche que de... Mais il faut aller d'abord... Il doit affronter ses peurs, c'est ça? Il faut aider l'apprenant à affronter ses peurs. On ne change pas d'école comme ça. Si vous lui changez d'école, il risque de reprendre les mêmes erreurs. C'est pourquoi il faut l'accompagnement de ce candidat-là qui cherche à changer d'école après l'échec. L'autre chose, il faut voir les matières dans lesquelles l'apprenant n'a pas bien donné. Je donne l'exemple de cet apprenant qui fait la D, mais qui a des difficultés en mathématiques et en PCT. Lui, déjà, il a des difficultés. À la maison, on sent qu'il a des difficultés. Les parents lui ont donné des répétiteurs dans ces deux matières. Et le répétiteur même a constaté qu'il a des difficultés. On lui donne les outils pour relever son niveau, mais il est tellement distrait qu'il n'a pas pu relever le niveau. Et il est allé à l'examen avec ses carences. Et il a échoué finalement. Mais finalement, il dit que c'est l'école et c'est le répétiteur qui n'a pas su remonter le niveau de cet apprenant. Soit, ça peut se vérifier. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est l'apprenant même, puisqu'il y a déjà un répétiteur. Mais on n'a pas dénoncé l'incapacité du répétiteur au cours de l'année scolaire. Parce que si le répétiteur était incapable, l'apprenant allait dénoncer. C'est plutôt le répétiteur qui dénonce les exercices non faits de l'enfant. C'est plutôt le répétiteur qui dénonce l'inaptitude de l'enfant à aller faire lui-même les exercices pour s'approprier les notions. Mais le parent n'étant pas présent, le parent n'étant pas toujours là, pour accompagner l'enfant là, dans ces exercices personnels, le parent ne peut pas constater, donc le parent n'a pas pris en compte les relances du répétiteur et l'enfant a échoué. Finalement, est-ce l'enfant ou les parents? Est-ce le répétiteur ou le professeur à l'école? C'est les parents. C'est pourquoi on demande à ce qu'aujourd'hui, le parent aille à l'école des parents aujourd'hui. Il y a l'école des parents qui permet d'outiller les parents à accompagner les enfants. Parce qu'aujourd'hui, la scolarisation d'un enfant est délicate. Il faut savoir accompagner les enfants. À 15 ans, à 16 ans, l'enfant parfois qui ne veut pas travailler est tellement rusé qu'il peut entraîner le parent dans des erreurs et dire que c'est l'établissement ou le répétiteur. Voilà pourquoi le parent a l'obligation de se consacrer à l'accompagnement de l'enfant, surtout si c'est un enfant en classe d'examen. Voilà. Monsieur Ouessou, votre mot de la fin. Pour finir, je vais demander simplement que les parents soient présents. Après les parents étaient présents. On a vu des parents avec des chapelets en main qui priaient devant les établissements pour que les enfants puissent bien composer. Ce n'est pas terminé. Ça doit continuer. Les parents doivent assister les enfants, les accompagner dans l'attente des résultats. Et lorsque les résultats vont venir, les parents seront encore là pour assister les enfants et les aider à maîtriser le stress qui pourrait les amener à faire du n'importe quoi. Voilà, tout a été dit, inutile d'en rajouter. Vous savez déjà comment vous pouvez accompagner vos enfants pendant cette phase, la phase après examen, jour J, et bien sûr après le jour J, jour des résultats, et bien sûr après les résultats. Eh bien, on a discuté de ce sujet avec Jacques-Christian Ouessou. Il est consultant en orientation scolaire et professionnelle. Merci, Monsieur Ouessou. C'est moi qui vous remercie.